Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci encore une fois de toujours nous renouveler votre contrat de confiance et Matin d'Éden qui s'installe dans vos différentes demeures, bureaux, officines et autres lieux où vous êtes câblés Éden Télévision. Ensemble, voyons les grandes lignes de cette émission pour le compte de ce mardi 15 mai 2018. Vous aurez les différents titres de la presse écrite nationale avec Corneille Haïssé. L'actualité sera signée de Aristide Setti et la rubrique On vous aime sera aussi signée de Aristide Setti. Au chapitre On vous aime, il a nom Daouda Salami. Il a 4 ans d'expérience. Mais de quoi parlera-t-il ce matin? Il se prononce bien à propos de la lutte contre les faux médicaments. La lutte contre les faux médicaments, est-ce une bonne procédure? Que saura-t-il dire? Bien évidemment, vous le saurez dans On vous aime. Puis après, ce sera le grand débat Faire croiser qui retrouve ce matin Peggy, Ludovic Dagba et Casimir Pedjo. Les deux se prononceront bien évidemment sur la désignation des représentants du Parlement béninois pour le compte de l'équipe de la prochaine Cour constitutionnelle. Vous le savez, c'est fait. Nous vous soufflerons bien évidemment les différents représentants désignés par le Parlement béninois et les deux journalistes auront à décrypter et profil et les missions, bien évidemment, qui attendent la prochaine équipe de la Cour constitutionnelle, la haute instance juridique du pays. Passé l'instant, faire croiser, on va savourer de la musique, la bonne d'ailleurs, avec Ahmed Arikpa qui nous propose au plan national, Roby. Vous savez qui s'appelle désormais Roby? C'est un artiste que vous connaissez, qui a été, je dirais, qui a connu un nouveau baptême et qui s'appelle désormais Roby. Vous le saurez dans un peu plus d'une heure avec Ahmed Arikpa et Anit Inter aussi. Il y sera présent avec les prodiges. Et puis la revue internationale sera signée de Carnot François. Et du sport avec Judicaël Polika Païdino. Voilà pour l'ossature de votre émission Matin d'Éden que nous ouvrons avec vous, Corneille Haïssé. Bonjour. Bonjour Loris, mesdames, messieurs, bonjour. Aristide Setti, bonjour. On va suivre maintenant religieusement Corneille Haïssé qui nous livrera les titres de la presse écrite locale. Bienvenue à tous, la revue des titres ce matin d'Éden. On commence par le quotidien du service public La Nation. La Nation qui titre ce matin protection sociale des plus démunis. Les députés s'imprègnent du projet Arche. Les députés s'imprègnent du projet Arche, agenda scientifique pour l'agriculture en Afrique. Le Bénin s'engage avec le Phara. On reste avec La Nation qui titre également sécurité nucléaire et sûreté radiologique. Le plan national en évaluation. Des détails à propos de ces titres dans les lignes du quotidien La Nation. Dynamisme Info. Dynamisme Info, représentant du Parlement à la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. 4 membres dont Joseph Djobenou désignés vers un réaménagement technique du gouvernement. Émission Semaine à la loupe de Koufou FM. Le maire Rigobert Tozo réaffirme son soutien à Patrice Talon et invite à plus d'accompagnement des communes du Koufou. On reste avec ce même quotidien qui titre également Dépôt Mano Militari en prison. La rupture réussit enfin son coup contre Taoré Nouro. Un très bien mauvais présage pour députés et anciens ministres visés par des demandes de levée d'immunité. C'est à lire avec Dynamisme Info numéro de ce mardi. On poursuit avec le Béninois libéré. Le Béninois libéré, législative 2019 dans la 8e circonscription électorale, ça y est, Yahi est
candidats. Les implications d'une candidature qui va remuer la rupture, c'est le Béninois libéré qui nous apporte l'information ce matin. Législative 2019, dans la 8e circonscription électorale, ça y est, Yahi est candidat. On reste avec le Béninois libéré. Nouvelle Cour constitutionnelle du Bénin, le visage des 4 désignés par l'Assemblée nationale. Le visage des 4 désignés par l'Assemblée nationale, Joseph Diop Benou, probable président de l'institution, ajoute le Béninois libéré. Puis transfert de Atao Henouho du CNHU à la prison, les clarifications du procureur Togbonon, c'est à retrouver en page 5 du quotidien Le Béninois libéré. Le Martinal. Le Martinal titre ce matin « Lutte contre l'impunité, l'Assemblée nationale dans la tourmente ». Lutte contre l'impunité, l'Assemblée nationale dans la tourmente. La lutte sans merci engagée par le président Patrice Talon contre l'impunité sème le désarroi total à l'Assemblée nationale. Les députés qui ont des cadavres dans leur placard sont dans la tourmente. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. La suite de l'article à retrouver avec le Martinal, page 11. On reste avec le Martinal qui titre également transfèrement du député Atao, les clarifications du procureur Togbonon. Les clarifications du procureur Togbonon Ali dans les lignes du quotidien Le Martinal. Martin Libre. Martin Libre, fonctionnement des institutions, la ruse de Talon pour contrôler la Cour, la ruse de Talon pour contrôler la Cour, les 4 membres du Parlement désignés, les craintes de Adiaka se précisent. Parlant d'autres actualités, Martin Libre titre Atao Henouho désormais déféré en prison. Que fera l'UNAMAB? Interrogation du quotidien à retrouver en page 3 du journal, puis saisi de motos pour des prétextes mineurs. Le zèle de la police républicaine, c'est écrit également ce matin par Matin Libre. L'Indépendant, pour poursuivre toujours cette revue des titres, faire le tour de l'actualité. L'Indépendant, à moins d'un mois de la fin du mandat de Théodore Olo, voici les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, le quota de l'Assemblée nationale. C'est un titre à retrouver avec l'Indépendant. On reste avec l'Indépendant. Affaire trafic de faux médicaments. Les sociétés grossistes victimes de la défaillance et du laxisme de l'État. L'Indépendant toujours. Après la fin des grèves et le réaménagement du calendrier scolaire, le ministre de l'Enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle donne des recommandations pour une bonne exécution des programmes. Et maintenant, le quotidien La Primeur, pour boucler cette revue des titres, La Primeur, désignation hier des 4 représentants de l'Assemblée à la prochaine Cour. Joseph Diop Benou, probable futur président de la Cour constitutionnelle. Transfèrement du député Atao de l'hôpital à la prison. Le procureur Ulrich Gilbert Togbonon apporte de pertinentes clarifications. C'est à lire avec le quotidien La Primeur. La Primeur a également écrit ce matin, suite à l'alerte des citoyens sur l'état de l'ancien pont de Cotonou. Jacques Kayadi fait le constat et rassure tous les usagers. Merci à tous. Merci Corneille Aïssé. Je vous invite à rester encore avec nous pendant 2 petites minutes. On va démarrer bien évidemment par le quotidien Matin Libre. Alors, partagez-vous, je dirais, ce titre du quotidien Matin Libre, Corneille Aïssé. Saisie de motos pour des prétextes mineurs, le zèle de la police républicaine. Mais en fait, de toute façon, je n'ai pas lu encore l'article. Et oui, je ne sais pas ce que le quotidien appelle des causes mineures et autres. Moi, j'ai constaté quand même dans le week-end que les forces de l'ordre, la police républicaine, les éléments de la police républicaine ont fait leur sortie pour appréhender les individus qui, entre-temps, ont perdu l'habitude du port du casque. Et ça, c'est important. Vous voyez, c'est pour la sécurité. Comme moi, je l'ai vu, ça ne m'a pas du tout choqué. Et je crois quand même que ça, c'est rentré dans les habitudes et que chacun devait quand même se conformer aux règles. La République, c'est pour notre propre sécurité. Donc, si les policiers sont sortis pour quand même mener parfois de façon ponctuelle ces opérations-là, je crois que c'est à l'actif de la police républicaine. Seulement que, est-ce que ces opérations se transforment en autre chose?
Vous savez, voilà. Donc, des citoyens peuvent se plaindre. Mais lorsque vous n'avez pas votre casque, certaines pièces sont maintenant exigées. C'est ça, justement. Vous devez vous conformer aux règles. Voilà. Si c'est des pénalités à payer, vous payez les pénalités. L'essentiel, c'est de se mettre en règle et ne pas condamner injustement ou inutilement les éléments de la police républicaine qui abattent un travail assez considérable pour la sécurité des uns et des autres. Il ne sert à rien de perdre sa moto et de constater que sa moto est dans la rue à côté et que un gaillard ou un badaud continue de conduire, mais parce que vous n'avez pas les voies de recours, et vous n'arrivez pas à vous, à vous prononcer. Maintenant, on exige de chaque motocycliste des pièces qui justifient la propriété. Soit c'est pour votre tonton, mais présentez quand même telle ou telle pièce qui prouve que oui, c'est pour votre tonton, c'est pour votre maman. C'est aussi simple que ça. Ce que vous dites est tellement important que je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 15 jours, les forces de l'ordre étaient en opération comme ça. Et puis, j'étais juste de l'autre côté, j'observais la scène. Il y a un jeune qui était sur sa moto, mais au moment où la police devait l'arrêter, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté. Il a abandonné la moto, il a fui, il est parti. Ah oui? Il est parti, mais il n'est plus revenu chercher la moto. Pourquoi? Voilà. Parce que c'était une moto volée. Donc, il en était conscient. Il en était conscient. Voilà. Et il savait qu'il n'avait, non seulement il n'avait pas les papiers, mais il ne pouvait rien justifier. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien. Il a fui tranquillement. Donc parfois il faut ce genre d'opération, puisque après tout, cette moto, certainement, quand la police va continuer les investigations, on va retrouver le propriétaire de la moto qui pourra entrer en possession de son bien. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça qu'il faut quand même que nos forces de l'ordre, il faut les encourager. Il faut les encourager. Les quelques ratés que nous constatons au niveau de ces agents-là, je crois quand même qu'il faut les aider plutôt à les surmonter. Les pratiques que vous connaissez, mais je crois quand même qu'avec les efforts faits par la rupture, ça ce n'est pas pour jeter des fleurs à une soirée Y, mais on a vu quand même à plusieurs reprises le Conseil des ministres sanctionner des policiers pour travail non fait ou pour manque de rigueur dans l'exécution de leurs tâches. On a vu quand même des commissaires qui ont été quand même démis de leur poste parce qu'il y a eu des braquages. Donc tout ça c'est pour quand même c'est pour remettre les pendules à l'heure dans la corporation et quand même l'objectif final c'est la sécurité des citoyens. Et je crois quand même que nous devons accompagner la police républicaine dans l'exécution de ces tâches. Au lieu d'y voir tout de suite du zèle, ou au lieu de n'y voir que du zèle, il peut y avoir des exagérations. Ça n'arrive pas au moment. On dira pas, il peut y en avoir. Et vous savez, dans toutes les corporations comportent en leur sein des brebis galeuses. Tout à fait. Il peut y en avoir, il peut y avoir quelques racas de faillots qui dépassent les limites de leurs prérogatives, des missions à eux assignées. Mais qui se prennent pour des petits dieux quand ils sont dans l'uniforme. C'est vrai, on le constate de temps à autre, une certaine arrogance qui dépasse, où on constate que certains membres des forces de l'ordre sont un tout petit peu arrogants à lire leur manière de s'adresser, même à des personnes âgées, même si c'est dit que la force de l'ordre est au-dessus du civil ordinaire que nous constituons. Il faille quand même avoir de temps à autre un peu d'égard. Tout à fait. Oui, tout à fait, même si c'est un vain civil. Mais il faut aussi signaler que parfois c'est l'indiscipline aussi des usagers de la route ou des populations qui amènent aussi les forces de l'ordre à avoir de pareils comportements. Quand vous arrêtez, quand vous voyez sur un carrefour un policier arrêter une moto, mais qui préfère encore prendre quelques centimètres avant de s'arrêter, vous voyez, ça déjà, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, quand l'élément de la police vous dit, bon, arrêtez-vous, et que vous allez d'abord prendre quelques minutes, le dépasser d'abord, vous arrêtez. Vous ripostez ou vous commencez à raconter. En ce moment-là, ça peut arriver. Et puis, on va parler de bastonnade ou de mauvais traitement, la police traite mal. Il faut que chacun quand même respecte. Moi, je garde intact un réflexe qui m'a été soufflé par des amis, force de l'ordre. Il paraît que, quelle que soit l'interpellation, qu'il ne faille pas répondre. C'est ça. Parce que c'est puni par une certaine disposition du corps, de cette corporation. On peut vous
vous pouvez passer sous le contrôle d'outrage. Et comme ça, vous vous ouvrez ainsi, d'une manière ou d'une autre, les portes de la prison civile ou de la prison la plus proche de votre... Inutilement, inutilement. Donc, il ne faut jamais mal parler à quelque force de l'ordre que ce soit. Gardez ce réflexe à l'esprit. Quelle que soit la déplacement, si entre-temps vous avez été lésé. Quelle que soit la manière, quelle que soit peut-être l'arrogance que vous constatez, eh bien, gardez votre silence, écoutez-le attentivement. Il y a, comme Corneille l'a dit, des voies de recours. Vous pouvez vous plaindre à des instances qui sont destinées à corriger de pareilles choses. Corneille, j'aurais bien voulu vous entendre parler de la Cour, enfin des désignations, mais non, c'est au menu du débat fait croiser, on ne va pas viser le sujet. Nous avons tout le temps pour parler de ça, seulement que il y a des rumeurs qui sont sur le point. Aucune rumeur. Gardez vos rumeurs intactes. Qui sont sur le point. Aucune. Confirmée. Aucune rumeur. En tout cas, nous allons cette machine-là se mettre. Gardez vos commentaires et analyses pour je crois, le débat, le forum de la rédaction, c'est le vendredi à 18 h. Bonne journée, Corneille. Merci, Loris. On va retrouver maintenant Aristide Setti. Bonjour, Aristide. Bonjour, Loris, Freddy Davor. Bonjour aux amis téléspectateurs d'NTV et aux auditeurs de la 102.3. Oui, pourquoi vous avez l'air aussi trop sérieux comme à l'église ce matin? C'est le culte. Oui. Le journal, le bulletin, c'est le culte de la rédaction. Donc c'est... D'accord, donc je comprends. Donc il se met dans la peau du présentateur. Justement. D'accord. Pour célébrer le culte. C'est un peu comme un père célébrant. D'accord. C'est ça. Donc Allez, Aristide Setti, je vous laisse dans votre sérieux du présentateur. Et je lance ici le bulletin d'information. Alors, le ministre en charge des Affaires sociales, Bintou Taro Adam, a présenté aux députés à l'Assemblée nationale du Bénin ce lundi 14 mai 2018 le document conceptuel du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Cette présentation qui s'est déroulée à l'hémicycle à Porto Novo s'inscrit dans le cadre du dialogue inclusif engagé par le gouvernement autour de ce vaste programme social au renforcement du capital humain qui entre désormais dans sa phase pilote effective courant le dernier trimestre de l'année 2018. L'information a été annoncée aux députés ce lundi 14 mai à la faveur d'une présentation du document conceptuel du programme. Selon le ministre en charge des Affaires sociales, Bintou Taro Chabi Adam, le programme H a été élaboré par le gouvernement du président Patrice Talon pour apporter une réponse à l'état des lieux critiques en matière de protection sociale, qui est une réponse également à l'état en matière de protection sociale pour les acteurs du secteur informel. Nous vous invitons à suivre les propos de quelques députés. Je ne sais pas pourquoi, nous ne savons pas pourquoi, mais aujourd'hui, en plus de l'assurance maladie, le gouvernement a décidé d'ajouter la formation, quelque chose d'essentiel. Parce qu'à côté de la santé, il faut instruire les citoyens, il faut former, il faut donner une profession pour lui donner la capacité de participer à la création de richesses nationales. Nous avons un centre de santé, un infirmier d'État, une sage-femme sagère, et puis, voilà. J'aimerais encourager le gouvernement de ne pas construire l'usine avant de commencer à produire les produits nécessaires pour la transformation dans cette usine. Je voudrais dire de multiplier les hôpitaux ou bien les centres de santé avant ce projet. Nous avons souvent regretté que les questions en gestation dans les laboratoires du gouvernement ne puissent pas être mises à la disposition des députés
et de nos concitoyens à bonne date, ce qui a souvent par le passé nourri les polémiques et parfois beaucoup d'intoxication. Je vais poser quelques questions, peut-être faire des contributions. Je voudrais savoir si, avant de démarrer cette étude conceptuelle, s'il y a eu quand même un état des lieux qui a été fait sur le RAMU, sur la mise en œuvre du RAMU. Parce que, qui me souviennent, lors du vote du budget de 2017, nous avons bien remarqué qu'il y avait des provisions destinées au RAMU, même des collectes sur les GSM et autres. On descend maintenant dans les rues de Cotonou et les encablures de Cotonou pour écouter les citoyens béninois se prononcer sur le scandale du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Face au scandale financier dans la construction du siège de l'Assemblée nationale, les députés ont proposé la délocalisation du siège en construction. Cette proposition fait suite au rapport des experts internationaux commis par le gouvernement pour auditer sur le projet de construction. Que pensent certains citoyens de cette proposition des parlementaires? Suivons la réaction de quelques-uns au micro de Rassia Djodji. C'est nous tous qui avons élu le président. Et nous savons que le jour où Stade Charles de Gaulle avait parlé de l'impunité, de lutte contre la corruption. Donc, vu ce qui est présenté par les techniciens en la matière, il est nécessaire de choisir un autre site pour ériger le siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Il est très important. Mais moi, à mon humble avis, le site qui est déjà détecté là est un très bon site. On construit dans la mer. Mais construire au bord d'une lagune n'est pas un problème. C'est faux. Dans ce monde, nous ne pouvons pas dire qu'on ne peut pas construire une assemblée nationale ou des immeubles à étage au bord d'une lagune. Même dans la lagune, c'est possible. Un siège de l'assemblée à l'entrée de la ville, exposé à ces intempéries là. Vous voyez, là où il y a le fleuve là, pour un siège de l'assemblée digne de ce nom. D'abord, les experts ont dit que le sol n'est pas propice, le site n'est pas propice pour supporter une telle charge, un tel poids. Et il ne faut pas, à l'impossible, il ne faut pas s'entêter, hein. Il vaut mieux reculer. Hein. Et le plus tôt serait le mieux. Donc moi je serais à la place de ce gouvernement. J'allais faire appel à ceux qui avaient étudié le sol et qui ont vu que c'était bon pour cette construction. Et puis, sinon, vraiment, c'est des milliards qui ont été engloutis là. Des milliards. Maintenant, de déplacer le siège et aller mettre ailleurs là. Et nos fonds qui sont engloutis là, le bâtiment va servir à quoi si on le déplaçait? Religion maintenant, 10 ans déjà que le cardinal Bernardin Ganty s'en est allé, père fondateur de la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin. Une grande messe a été dite à l'intention de l'illustre disparu à l'église Saint-Michel de Cotonou. J'y arrive. Pour se souvenir du prélat disparu, la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin a marqué d'un cachet spécial le 10e anniversaire de leur père fondateur qui cadre avec les 50 ans de la dite congrégation. À cet effet, une grande messe a été dite à l'église Saint-Michel de Cotonou par le nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Briandé Ngwe. Devoir de mémoire, moment de prière, cette messe solennelle a principalement porté sur les nombreux souvenirs que le cardinal a laissé aux Béninois en général, mais en particulier aux fidèles catholiques et aux sœurs orphelines de Saint-Augustin. Reportage Carole Olaye. L'inoubliable prélat, une fois encore célébré ce dimanche 13 mai, date anniversaire de son décès. Le cardinal Bernardin Ganty, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été au cœur d'une messe demandée par les sœurs de la fondation Saint-Augustin du Bénin.
une congrégation créée par l'illustre disparu le 22 août 1968, alors archevêque de Cotonou. La présente Eucharistie célébrée par le Nos apostolique près le Bénin et le Togo en souvenir du cardinal 10 ans après son décès s'inscrit également dans le cadre des 50 ans d'existence de cette famille religieuse qui, à travers louanges, adoration et prières, a rendu hommage à son père fondateur. C'est donc à juste titre que Monseigneur Brian Udaigwe, tout en se rappelant des nombreuses actions qui ont marqué le parcours élogieux de l'homme, a invité ses filles à la poursuite des œuvres de leur père afin d'unir dans la charité et l'amour non seulement les fidèles catholiques, mais aussi tous les nécessiteux. Votre nouveau départ sera enraciné dans la joie de l'Évangile. De façon prophétique, cette joie qui naît de l'amour à Maurice Laetitia était déjà manifeste dans le service de votre fondateur. Continuez, chères sœurs, à donner cette joie à travers votre service et mission, et surtout aux plus démunis. Occasion pour la supérieure générale de la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin de remercier la conférence épiscopale du Bénin et tous ceux qui ont d'une quelconque manière contribué au bon déroulement de cette messe. Les longs moments de prière, de réflexion, les nombreux sacrifices auxquels vous avez consenti en ce sens durant des années ont porté beaucoup de fruits et des fruits qui demeureront par la grâce de Dieu. Cet hommage en l'honneur du cardinal Bernardin Gonti a eu pour thème l'aujourd'hui des dieux du Saint-Augustin Bernardin Gonti. À noter que les célébrations du jubilé d'or des sœurs Saint-Augustin du Bénin connaîtront leur épilogue le 28 août 2018. Eh bien, restons à Cotonou pour dire que nous sommes déjà au début de la saison pluvieuse, sinon que nous ne sommes qu'au début de la saison pluvieuse. Et déjà, certains habitants de la ville de Cotonou souffrent le matin. C'est déjà la saison pluvieuse 2018, un cauchemar pour certains habitants des quartiers de Cotonou. Une équipe de la rédaction de Eden Télévision s'est rendue à Glar-Lazunto pour recueillir les appréhensions des habitants du dit quartier. Suivons-les à travers ce reportage que nous proposent Arnaud Mouriagua et Denis Marouya. À peine la saison pluvieuse 2018 démarrée et les habitants de certains quartiers de la ville de Cotonou se plaignent. À Glar-Lazunto, à quelques encablures de la voie principale pavée, les flaques d'eau sont remarquables les unes que les autres. Les riveraines expriment ici leur désarroi. Ma peur, c'est que quand il pleut, toute la rue s'inonde et il est impossible de mettre pied au dehors. Difficile pour les enfants de se rendre à l'école et pour nous-mêmes d'aller au marché faire des emplettes. Même nos propriétaires disent que la rue est un domaine public, donc c'est à l'État de s'en occuper. À Cotonou, je constate que c'est à l'État de tout faire, alors que chez moi, au Togo, la population participe à l'aménagement des rues. À ceux qui attendent l'État, je voudrais leur dire que l'union fait la force, que celui qui attend vienne afin que nous unissons nos forces pour déjà arranger nos rues en attendant que l'État intervienne. Par exemple, dans notre rue, les gens prennent leur douche en pleine rue avec leur puisard au beau milieu de la voie. Si le pays est propre, nous serons en bonne santé. Dame Ida, rencontrée un peu plus loin, toujours à Glar-Lazunto, nous parle de ses appréhensions en ce début de saison pluvieuse.
Si la saison pluvieuse démarre vraiment, nous ferons face aux maladies de toutes sortes. On ne peut pas parler du désordre qui règne dans notre quartier ici. Mais moi, je vais en parler aujourd'hui. Il y a des gens qui ont construit sur la voie publique et qui défèquent dans des sachets qu'ils jettent dans l'eau stagnante. Nos enfants tombent souvent malades et d'ailleurs, nous envisageons quitter le quartier Agla. Les problèmes rencontrés sur place dans ce quartier à Agla diffèrent parfois d'un individu à l'autre. Ce qui nous arrive est très grave. C'est ma mère qui a acheté sa parcelle juste dans la rue que vous voyez derrière moi. Après le lotissement, voilà notre rue. À peine 3 mètres de largeur. C'est seulement après une seule pluie que la rue est déjà inondée. Allez voir, nous souffrons trop. Quand la pluie s'annonce, je me perds, j'ai trop peur. Ces femmes habitantes de Agla Razunto appellent le préfet Tobula au secours. J'invite Tobula à venir voir cette rue, à venir s'imprégner de nos souffrances. Que Tobula vienne dégager ceux qui occupent la voie afin qu'on puisse avoir droit à un peu de propreté. Vivement que les lamentations de ces dames résidant au quartier Agla Razunto soient entendues par les autorités de la ville de Cotonou. Merci. Arnaud Bory-Agoua, quittons maintenant Agla et rendons-nous au marché Saint-Michel de Cotonou pour comprendre ce que c'est que le métier d'écailleuse de poissons. Je vous invite maintenant à aller à la découverte des femmes écailleuses dans le marché Saint-Michel de Cotonou. C'est avec Antoinette Sagbo. Gratter un poisson cru afin de lui ôter ses écailles est une manœuvre difficile pour certaines femmes. Pour pallier cette situation, celles-ci ont trouvé une alternative. Faire recours aux écailleuses de poissons. Ici, au marché de Saint-Michel de Cotonou, une catégorie de femmes spécialisées dans cette activité offre son savoir-faire aux personnes qui sont dans le besoin. Moi, je suis écailleuse à Saint-Michel. J'enlève les écailles de différents poissons tels que le méro, les mulets, les silures blancs et noirs, les carpes, les capitaines. Cette activité, nous l'exerçons car toutes les femmes ne savent pas le faire. Bien qu'ayant les mêmes fins, la sollicitation des services de ces dames a des motivations qui varient d'une cliente à une autre. Moi-même à la maison, je ne peux pas, je ne sais pas faire. Ça va me blesser. Vous voyez, parce que ce n'est pas mon domaine. Si c'était arranger le poulet, enlever les plumes du poulet là, ou bien le cabri, si je vais au marché maintenant, j'achète la viande, arrivé à la maison, je peux couper. Je sais faire. Après l'avoir acheté, je remets ça au bord d'âme pour pouvoir m'enlever les écailles puisque je ne peux pas le faire moi-même à la maison parce que je n'ai pas appris à le faire. Une prestation appréciée par la plupart des clientes. Après le travail, je suis très satisfaite parce qu'arrivé à la maison, il n'y a plus tellement de problèmes. Vous lavez correctement comme il le faut et vous préparez la sauce. C'est pourquoi je préfère leur remettre cela. Malgré les bénéfices que procure à ces écailleuses de poissons cette activité, ce travail n'est pas sans conséquences. Quand nous finissons de travailler, nous avons les douleurs, la fatigue et nous prenons des médicaments pour nous soulager. Et quand les nageoires nous blessent, nous allons à l'hôpital pour recevoir des soins. L'écaillage de poissons ne répond pas seulement aux besoins de la clientèle, mais est une activité génératrice de revenus. Améliorer les conditions de travail de ces écailleuses de poissons, surtout celles liées à l'assainissement de leur lieu de travail, pourrait être un atout pour accroître le développement économique du pays. Et oui, et cette fois-ci, nous quittons le marché Saint-Michel pour revenir ici sur le plateau pour pouvoir continuer matin d'Éden, bien évidemment, Aristide Sethi. Oui, absolument. J'attendais votre destination. Vous auriez voulu que nous poursuivions notre randonnée au marché. Peut-être qu'on passe de marché Saint-Michel au marché d'Antopa. Bon, la suite c'est... Pour autre découverte. La suite c'est dans le 13h et le 20h. Merci. Bonne journée pour la présentation. Avec vous, on va suivre Monsieur Daouda Salami.
C'est le conducteur de moto-taxi que vous nous présentez ce jour, Aristide Setti. Il se prononce sur le fameux dossier de faux médicaments. Et qu'a-t-il pu nous dire? La question principale qui lui a été posée est celle-ci. Est-ce une bonne procédure? Ce Zémidia a-t-il fait le droit? Qu'a-t-il bien pu vous dire? On le suivra tout à l'heure. Et juste derrière, ce sera le débat Faire croiser qui se propose d'aborder la désignation des membres du Parlement qui devront siéger pour le compte de la prochaine Cour constitutionnelle. Pour faire l'exercice ce matin, Peggy Ludovic Dagba, rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM, la 102.3, sur laquelle vous nous suivez bien évidemment en mode synchronisé, et Casimir Pedjo, un confrère de la presse écrite locale. Ce sont les deux qui feront le débat Fait croiser. Derrière, vous suivrez de la musique, la revue internationale, la revue des plateformes si vous le voulez, et du sport. On vous aime maintenant. Maintenant, il y a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Je m'appelle Salamé Daouda. J'ai commencé maintenant le métier, ça fait au moins 4 ans aujourd'hui. Vraiment, je félicite le gouvernement en place. Vraiment, ces gens de décision-là, c'est pas facile. Vous voyez, vraiment, j'encourage le gouvernement à progresser. Je le félicite d'abord le gouvernement. Parce que pour la décision qu'il a prise à propos des faux médicaments. Et je vais encore remercier la justice, le procureur de la République. Vraiment, avec les décisions qu'ils ont prises, vraiment, c'est une décision très forte. Nous sommes en train de lutter contre les faux médicaments maintenant, il y a très longtemps. Et ces dossiers sont là. Quand quelqu'un vient, on ne parle pas sur ce dossier. Il n'y a personne qui peut encore soulever ce dossier. Mais autant de talons maintenant, avec les justices maintenant aujourd'hui là, vraiment ils ont déclenché. Moi, ça m'a plu. Vraiment, je suis très content. Vraiment, s'il peut progresser, parce que les faux médicaments, c'est pas bon pour notre santé. Vous voyez, consommer quelque chose qui n'est pas bon, parce qu'il y a souvent, même quand tu vas acheter, il y a des médicaments qui sont déjà même périmés, qu'on te vend. Sans que toi, après d'avoir pris le médicament, tu vas voir que le médicament est déjà périmé. Ça là, ça nous tue à petit coup. Et nos parents meurent. Hein? La fois passée, par exemple, on a vu une preuve dans mon quartier. Si vous voulez aller vous renseigner, à Bâton, j'habite à Bâton. La personne a acheté le médicament, il voulait couper le médicament. On a vu faire dedans. Fait, même ils ont montré, je ne sais pas si vous êtes au courant, à la télé, ils ont montré partout. Vous voyez, ces médicaments-là, ça nous tue à petit coup. Hein? Vous allez voir maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous allez voir, ils sont morts. Hein? Ça nous tue à petit coup. Vraiment, avec les décisions que le tribunal a pris maintenant, les procureurs ont pris maintenant, vraiment, moi je suis tout à fait satisfait. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous.
écoutez le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Bienvenue dans le débat Faire croiser qui se propose de remonter à 24 heures plus tôt à la désignation, à la désignation des membres du Parlement qui devront siéger pour la prochaine Cour constitutionnelle. Ils sont connus depuis ce lundi. Alors, quand on dit la presse nationale, ou si vous le voulez, pour faire plus simple, quand disent Peggy Ludovic Dagba et Casimir Pedjo, c'est l'essentiel de notre débat Faire croiser de ce mardi 15 mai 2018. Bonjour Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord. Bonjour Casimir Pedjo. Bonjour Freddy d'abord. Les six se changent sensiblement ce matin. On vous convie plutôt dans un autre chapitre. Oui, que vous aimez bien, dont vous raffolez, ça il faut le dire. Il faut dire que Loris Freddy d'abord, les mardis, généralement, c'est donc la religion économique qui polarise notre attention sur Faire croiser, mais l'actualité étant vraiment importante selon le développement de la dernière heure, on va dire, nous impose de brusquer quelque peu, on va dire, le programme habituel pour pouvoir vraiment nous prononcer un peu sur l'actualité chaude, l'actualité du moment. Et vous avez remarqué, toute la presse en a fait son choix. Donc, c'est quand même assez important. La Cour constitutionnelle, c'est encore la citadelle de la démocratie, on va dire le dernier rempart de notre démocratie. Et si elle doit changer de membres, eh bien, c'est un événement important qui supplante pratiquement toute autre actualité. Et c'est ce pourquoi nous avons décidé ce matin donc d'aller sur ce terrain. Alors, Peggy, par moi, je voudrais préciser que très souvent, lorsqu'on parle de l'économie, les gens ont tendance à penser que c'est l'argent. C'est l'argent. Mais figurez-vous que dans ce dossier, si on était un pays bien organisé, si on avait les institutions qui travaillaient, si on avait les cabinets d'expertise, on pourrait venir ici, par exemple, parler de la fréquence des décisions rendues par la Cour. Comparer, pourquoi pas, cette 6e législature qui est en train donc de déposer progressivement donc son bilan, peut-être à la première, à la deuxième, jusqu'à la 5e, et voir véritablement qu'est-ce que vaut donc les juges arbitres donc de la Cour constitutionnelle. Quand on aurait fait cet exercice, figurez-vous que je me retrouverais encore dans mon jargon, c'est-à-dire les questions économiques. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas encore ces institutions au pays, mais bon, on peut, pour le moment, on peut aller sur un autre terrain, et puis je me sens à l'aise, comme vous l'avez dit. Alors, il a fini enfin ses propos liminaires, Peggy Ludovic Dagba, je ne vous apprends rien. L'article 111 de la loi fondamentale de la Constitution du Bénin dispose ce qui suit. Eh bien, la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres. Le bureau du Parlement désigne 4 et le président de la République désigne 3 autres. Et c'est ce qui a commencé à être fait depuis ce lundi. Vous l'avez suivi et la presse écrite nationale nous l'a rappelé ce matin. Alors, Peggy, vous avez suivi les membres désignés par le bureau du Parlement national. Écoutez, comme tout bon béninois, nous avons été alertés d'abord par les réseaux sociaux, ensuite avec les recoupements d'usages dont nous avons quand même été, comment dirais-je, abreuvés pendant toute notre carrière. Eh bien, nous avons cherché à vérifier tout ceci et ceci s'est avéré. Et donc, le Parlement, le bureau du Parlement, a désigné ces 4 membres et qui devront siéger à la Cour constitutionnelle, 6e mandature. Au nombre de ceux-ci, nous avons Amouda Razaki, magistrat, plusieurs fois député, membre de la Sénat, je crois 2011,
il a même été coordonnateur départemental avec, à la clé, beaucoup de dénonciations. À l'époque, eh bien, des faits troublants qui, ma foi, ont entaché quelque peu la régularité de cette élection présidentielle. Ensuite, nous avons Rigobert Azan, qui, vous le savez aussi, a été directeur général de l'OCBN, l'organisation commune Bénin Niger. Il a été désigné au titre de personnalité de grande réputation professionnelle, Rigobert Azan, qui donc va siéger au sein de cette Cour constitutionnelle. Nous avons Fassassi Mustafa, il est magistrat, membre du PRD, selon quelques informations que nous avons eues. Et puis, nous avons Maître Joseph Diogbenou, juriste de haut niveau. Il a été désigné en tant que juriste de haut niveau et les faits plaident en sa faveur. L'homme est agrégé de droit. Il est aujourd'hui d'abord avocat, ensuite agrégé de droit. Aujourd'hui, il est ministre garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement. Donc voilà les 4 personnalités que nous avons et qui ont été désignées par le bureau du Parlement pour siéger au sein de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. Alors, vous savez très bien que fait politique ici au Bénin fait toujours, sinon suscite des, on va dire, des commentaires, des critiques. On essaye quand même d'aller au-delà des choses et beaucoup d'interrogations quand même par rapport à certaines personnalités que la Cour constitutionnelle, je dis la Cour constitutionnelle, que le bureau du Parlement a désigné. On se demande pourquoi, par exemple, Maître Joseph Diogbenou a été désigné par le bureau du Parlement. Tout à l'heure même, je fouillais et il y a un article qui allait jusqu'à dire que le président Talon est en train d'user de ruse pour pouvoir contrôler la Cour constitutionnelle. J'ai lu un peu l'article et le confrère, franchement, m'a fait sourire parce que il est allé voir un peu que, en tout cas, il a trouvé que peut-être que le président Patrice Talon a négocié avec le bureau du Parlement pour pouvoir vraiment lui permettre d'avoir des gens à lui afin de mettre eh bien, la Cour constitutionnelle sous sa coupe réglée, on va dire. Donc, Maître Joseph Diogbenou étant ministre du gouvernement, si vraiment le président de la République nourrissait un tel destin, en principe, parmi les 3 personnalités que le gouvernement doit pouvoir désigner pour siéger au sein de la Cour constitutionnelle, en tout cas, je crois que Maître Joseph Diogbenou devait figurer parmi ces personnalités-là. Mais ici, c'est plutôt le bureau du Parlement qui, ma foi, désigne ce ministre qui siège actuellement dans le gouvernement. Donc, c'est un fait qui, quand même, vraiment saute à l'œil et attire beaucoup de commentaires. On se pose beaucoup de questions. En tout cas, nous ne sommes qu'au début et de ces commentaires, nous allons tout simplement rester à l'écoute de tout ceci pour vraiment faire une analyse approfondie. Casimir Pédior, il faut dire qu'avant cette désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale, il y avait des supputations. Il y avait des supputations avant date. Vous ne me direz pas le contraire. Et c'est ce que vient de dire Peggy Ludovic Dagba. La présence de Joseph Diogbenou semble déranger ou semble confirmer les supputations. Oui, et ça ne devrait, selon moi, ça ne devrait pas être même l'objet donc de supputation, de commentaires. Déjà, l'exercice, il est constitutionnel. Figurez-vous que le bureau dira qu'il n'a fait que respecter cet article 115. Non, le bureau a respecté parce que en 2023, en mai 2023, le bureau de l'Assemblée nationale va également procéder à cet exercice. 5 ans plus tard, le bureau le fera. Il y a 5 ans, ils l'ont fait. Donc, c'est un exercice qui revient donc désormais de façon traditionnelle au niveau du pays. Mais le caractère ici informatif, c'est le choix porté sur certains Béninois pour véritablement siéger au sein donc de cette cour qui peut-être retient l'attention. Et Peggy l'a dit déjà, vous savez, moi je ne voudrais pas nager dans les analyses, dans les interrogations, mais je voudrais donc comprendre comment est-ce que un président de l'Assemblée nationale, fut-il Adrien Humbedi, homme politique bon teint,
puisse désigner quelqu'un qui travaille chez moi. Peut-être que je ne sois pas au courant. Est-ce que c'est possible? Maintenant, nous, dans cette hypothèse, est-ce qu'il peut venir dénicher quelqu'un chez moi sans pouvoir m'informer à l'avance que, écoute, tel pion de toi, j'estime qu'il est bon, je veux le sauter de là où il est, sans pour autant m'informer. Ce n'est pas évident. Est-ce qu'il est obligé, encore qu'il ne constitue pas à lui seul le bureau de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ouidi? Merci beaucoup. Et dans ce bureau, donc, nous avons 60 députés qui donc ont donné onction, du moins qui ont donné leur caution pour appartenir donc à la mouvance présidentielle. Précision pour précision, ce n'est pas le bureau qui compte 60 le bureau, députés, mais c'est le bloc. C'est le bloc. Majorité. BMP. Oui, c'est enfin. Le bureau, c'est l'instance. Oui, qui désigne et donc a à sa tête le président de l'Assemblée nationale et tous ses composants. Alors, est-ce que aujourd'hui ce bureau n'est pas donc à connotation majorité présidentielle? C'est ce que je veux faire comprendre. Et donc la décision peut véritablement donc être le président de l'Assemblée nationale peut avoir demandé l'avis favorable, je ne dis pas défavorable, l'avis favorable donc du président de la République pour donc dénicher ce pion, cette pièce maîtresse du système de la rupture pour aller donc siéger là-bas. L'un ou l'autre des analyses, l'une ou l'autre des interrogations, ce qui m'intéresse ici, c'est le match. Le match me semble amical. Le jeu est là, sur la table. Et pourquoi vous y voyez déjà du match et déjà... Non, le match, quand on parle du match, c'est une expression, c'est un figure de style pour donc désigner le jeu politique, pour désigner l'exercice que nous sommes en train de faire. Et donc, pour moi, c'est un exercice amical, c'est un jeu donc entre personnalités pour donc essayer de mieux donc gérer ce pays-là sur le plan démocratique. Donc, pour moi, la présence de Diogbenou, c'est un fait, certes, mais bon, ce fait n'est pas aussi extraordinaire. On aurait pu s'attendre. Et d'ailleurs, les supputations, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui nourrit les interrogations? Pourquoi sa présence nourrit-elle les interrogations? Si c'était hier... c'est un cadre qualifié. Vous êtes d'accord? C'est un cadre qualifié. Je ne lui reproche rien, sauf que... Qui a le mérite de faire partie. Sauf que là où il va désormais poser sa valise, certainement qu'il ne va pas refuser. L'a déjà déclaré plus d'une fois en train de violer la Constitution. C'est un cadre, oui, mais qui a violé par le passé la Constitution. Maintenant, on l'a... Ça devrait davantage rassurer de le voir maintenant à l'œuvre. C'est pourquoi je parle d'un match amical. Quelqu'un qui a déjà appris à ne pas respecter les décisions où la Constitution est appelée désormais à gérer. Une fois de l'autre côté, il n'aura plus à respecter. Il aura maintenant. Vous avez entendu dans ce pays un président de la République parler donc d'un train qui sifflerait donc de la gare. Lorsque le train dit pi à la gare donc de Cotonou, il devrait entendre le répondant. Vous parlez de Nagoyaï. Voilà, on a vu ce schéma. Donc ne soyez pas surpris aussi de voir peut-être le train changer donc de gare et qu'au lieu d'être à la gare donc de Cotonou, qu'on soit désormais à la gare de... Je vous crois même avoir lu le profil des différents... Non, le profil ne me pose aucun problème. C'est un homme averti, c'est un homme qui n'est pas le profil décrit donc il y a quelques années encore à l'Élysée par le chef de l'État. C'est pas un désert de compétences, c'est un cadre béninois qui fait la fierté, qui a le mérite. Alors, cependant, je l'ai dit, il est arrivé qu'on doute de sa capacité donc de réflexion. C'est la Cour qui l'a dit. Pas moi, c'est la Cour qui l'a dit que le garde des Sceaux a violé donc c'est un nombre de dispositions de la Constitution. Le garde des Sceaux a méconnu donc la Constitution en ce qui concerne donc le choix porté sur sa personne et aussi son rôle de professeur d'université. Il n'a pas semblé donc faire le bon choix et donc parfois. Et puisque l'homme étant homme et puis n'étant pas parfait, parfois donc l'homme est appelé à faire donc des erreurs. Est-ce que c'est cela qui pousse donc à la fois l'exécutif et donc le bureau de l'Assemblée nationale à vouloir préférer mettre Diogbenou
Donc au niveau de la Cour, je dis, j'ai pas envie de dire comme les Américains, wait and see, mais je dis, en tout cas, on aura de la matière pour les 6 prochains mois, pour ne pas dire pour les 2 prochaines années, voir véritablement qu'est-ce que véritablement ce pion numéro 1, sinon numéro 2, ou je ne sais pas quel rang il occupe au sein de la rupture, pourra véritablement faire dans cet univers. D'accord. Nourrissons encore un tout petit peu plus, Peggy Ludovic Dagba, les commentaires et analyses autour du personnage de Joseph Diogbenou. Vous ne pensez peut-être pas qu'il y a une sorte de confusion entre les différents types de Diogbenou dans la tête des Béninois, le Diogbenou, membre de la société civile, le Diogbenou avocat, le Diogbenou garde des Sceaux et peut-être le Diogbenou sage de la Cour constitutionnelle. Il y avait même le Diogbenou député, bien avant tout ça. Voyez-vous, n'y a-t-il pas une sorte de confusion entre ces différents types de Diogbenou? Ben, confusion, à quel niveau? Moi, j'ai envie vraiment de me poser la question, parce que le personnage que vous avez décliné sous différentes casquettes reste quand même le même, parce qu'il est seul et unique, maître Joseph Diogbenou, avocat érudit du droit, il faut le dire. Et une fois au gouvernement, l'homme donne vraiment à voir et à entendre aux Béninois. Et on ne va pas dire que c'est quelqu'un qui, ma foi, est assez timide dans ce qu'il sait faire. Oui. Il faut le dire. C'est ce qui amène les gens à avoir eh bien, différentes images du même personnage. Voilà. Alors pourquoi la personnalité de l'homme qu'on a désigné fait vraiment palabre entre griffes? C'est tout simplement parce que c'est quelqu'un qui, ma foi, sait y aller quand il faut y aller et comme il faut y aller. Porte-parole du gouvernement, je crois que depuis quelque temps, à la fin du Conseil des ministres, c'est celui qui porte la parole du gouvernement, c'est lui qui explique, c'est lui qui donne le sens des décisions du gouvernement. Et ceci ne plaît pas toujours à tout le monde. Pardon. Et puis, deuxièmement, n'oubliez quand même pas que c'est de la Cour constitutionnelle qu'il s'agit. Et là, il me plaît de repréciser un peu le rôle de la Cour constitutionnelle qui, comme je le disais à l'entame de cette émission, est la citadelle de la démocratie. C'est elle qui, ma foi, est la sanctificatrice des actes qui sont en accord ou en désaccord avec notre Constitution, avec notre démocratie. N'importe qui n'y va pas. C'est pas pour rien qu'on parle des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Ici, il ne s'agit pas simplement d'être, comment dirais-je, célèbre dans sa corporation. Non, il faut avoir vraiment du poids, du pesant, mais également avoir vraiment, comment je dirais, la sagesse au bout des doigts. Parce que tout n'est pas politique, tout n'est pas qu'économie, tout n'est pas que société. Et il faut, en même temps, qu'on est regardant sur le caractère politique, économique et autres, il faut voir également la question stabilité, notamment de notre démocratie, et à partir de cet instant, pouvoir sortir des décisions normatives, des décisions qui ont de la portée sur le moment, mais également dans le temps. Parce que la Cour constitutionnelle reste la dernière ou la plus grande juridiction en matière constitutionnelle ici au Bénin. À partir de cet instant, je crois que la Constitution a organisé eh bien, les critères, a déterminé les critères et a organisé la façon dont les membres qui doivent y siéger eh bien, sont désignés. À partir de cet instant, les Béninois ont tout à fait lieu de vraiment être regardants sur tant la qualité que le profil de ceux qui ont été désignés. Et si Maître Joseph Diogbenou, ma foi, se retrouve être désigné par le Parlement, alors qu'il siège au sein du gouvernement, il y a matière à interrogation. Il y a matière à interrogation et on se demande, mais pourquoi eh bien, ceci peut se faire comme cela? Le Parlement a 4 personnes à désigner, selon, je crois, la configuration politique de l'Assemblée nationale, en principe. Maintenant, voilà le gouvernement qui également a 3 membres à désigner. Mais si le Parlement en arrive à désigner quelqu'un qui est en activité au sein du gouvernement, on se pose des questions. Parce que, n'oubliez pas ceci, que la Cour constitutionnelle est une institution de contre-pouvoir. C'est l'une des 4 institutions de contre-pouvoir édictées par la Constitution de la République du Bénin, à savoir l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle elle-même, la Haute Cour de justice
et le Conseil économique et social. Bon, il y a également la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, c'est des institutions qui, dans l'essence, sont appelées à tempérer l'ardeur du pouvoir. Parce que tout pouvoir ou tout individu détenteur d'un pouvoir a tendance à en abuser. Donc, à partir de cet instant, il faut bien des éléments pour tempérer les ardeurs du pouvoir en place. Il est donc nécessaire de pouvoir organiser cet équilibre-là qui doit permettre aux institutions de la République de fonctionner sans problème. Mais si une institution, on arrive à mettre une autre sous sa coupe, vous voyez un peu tout ce qui peut se passer. Donc, c'est tout ceci mis ensemble qui amène vraiment à être assez, on va dire, inanérable sur la qualité des membres qui doivent siéger au sein de ces institutions-là. Et ce n'est pas pour rien que le législateur et le constitutionnaliste, ensemble, ont décidé de la manière dont ces institutions devraient être pourvues. Autrement dit, l'interrogation principale, pourquoi le Parlement en arrive à proposer un membre de l'exécutif? Pourquoi le gouvernement n'a, puisqu'on l'a dit, l'article 115 précise bien que le président aura à proposer 3 membres. Pourquoi parmi ces 3 membres qui seront proposés bien évidemment par le gouvernement, le chef de l'État n'a pas attendu de proposer parmi ces 3 maître Joseph Diaogbeno? Oui, c'est là toute la question en fait. C'est là vraiment que réside l'interrogation et je ne sais pas, l'équation. Parce qu'à partir de l'instant où le chef de l'État a vraiment 3 personnes à désigner, il aurait pu attendre de désigner M. Mbedi parmi ceux-là. Mais voilà que M. Diaogbeno, pardon, parmi ceux-là. Mais voilà que c'est le Parlement qui l'a fait. Cela dénote d'une première lecture de l'envie, comme l'a dit le journaliste, l'article que j'ai cité tout à l'heure, de l'envie du chef de l'État, certainement d'avoir l'institution sous sa coupe. Nous sommes des hommes et nous pouvons prétendre à des choses. Maintenant, il appartient aux hommes désignés de montrer quelle est leur qualité, quelle est leur capacité à résister à certaines velléités. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre au chef de l'État de le vouloir ainsi. Je ne vais pas, comment dirais-je, aller par 4 chemins pour dire que le chef de l'État a eu quelques problèmes avec la Cour constitutionnelle. En tout cas, la mandature qui est en train de finir. Nombre de ces décisions ont été prises, mais n'ont pas été respectées par le gouvernement. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, des membres de l'ARCEP qui ont été, comment dirais-je, déclarés. Leur désignation a été déclarée non conforme à la Constitution. Ils devraient être remerciés, mais ils sont là où nous sommes. Ils sont au poste jusqu'à ce jour. La dernière décision en date, par exemple, de la Cour constitutionnelle qui a déclaré non légale la détention de Laurent Métaillon et consorts. La conséquence à laquelle on devrait s'attendre, c'est que ceux-ci soient relaxés, quitte à ce qu'ils continuent peut-être le procès devant le juge. Mais jusque-là, ils sont encore dans les liens de la détention. Je n'ai que 2 exemples, on peut poursuivre, pour montrer que le chef de l'État n'a pas, ou le gouvernement, pour ne pas personnaliser le débat, n'a pas toujours été d'accord avec les décisions rendues par la Cour constitutionnelle. À partir de cet instant, peut-être est-ce sa formule de pouvoir désormais se retrouver en phase avec cette Cour constitutionnelle que d'avoir des gens qui comprennent ces actes et ces agissements. C'est la grande interrogation. La question reste posée. Casimir Pidjo. Alors, bientôt, les 3 qui seront désignés par le chef de l'État. Et tout calcul fait, le chef de l'État aura presque un peu plus de la moitié parce que le gars des Sceaux, qui est désigné et Rigobert Azon qui est dit plus ou moins proche du chef de l'État, plus les 3 autres, le chef de l'État aura 5 sur 7. Et pourquoi vous occultez Amoundat Razaki?
Ce sont deux magistrats. Amunda plutôt, oui. Razaki. Oui. Voilà. Vous savez, j'ai l'envie, et chaque fois je l'ai dit, je veux bien compléter la liste donc, de Peggy Ludovic Dagba qui donc, avait commencé il y a la loi sur le partenariat public-privé qui a été donc également déclaré contraire à la Constitution. Il y a l'usage donc des attributs du sceau, des couleurs de la République. Oui, on connaît, on l'a suivi. Revenons à la configuration de la prochaine. Je pars donc du bout donc de la chute de Peggy pour montrer véritablement l'importance aujourd'hui de l'exécutif, donc de dominer, sinon d'avoir un pion au niveau donc de la cour. Vous l'avez cité, 3 plus 1, ça fait déjà 4. Le 1 ici, c'est M. Diogbenou. 1, ça fait 4. 4 plus 1, le PRD. Non, 3 plus 1. Pour être plus prudent. Oui. Les 3 désignés par le chef de l'État. Les 3 désignés par le chef de l'État, plus Maître Joseph Diogbenou, ça fait 4. Voilà. 4 maintenant, plus le représentant donc, du PRD, ça fait 5. Plus maintenant, Rigobert... Qui appelez-vous représentant du PRD? Fassassi Moustapha. Moustapha. Ok. Plus maintenant... L'un des deux magistrats. Il n'y est pas en tant que représentant du PRD. Le PRD est à la mouvance. Oui. Je rappelle, au passage. Je me base sur des analyses, je me base sur des faits concrets, des événements que tout le monde connaît. Pour donc évoluer dans mon analyse. Plus 5 plus 1, Rigobert Azon, ça fait 6 sur 7. Je crois que plus que jamais, le chef de l'État dispose donc de cette majorité. Et figurez-vous, l'enjeu n'est pas le passé, n'est donc pas le mais les critères que vous évoquez là, pour pondre votre analyse, pour argumenter, ne sont pas les critères voulus par les tests. Vous tenez compte des couleurs politiques. Pourquoi avons-nous envoyé M. Diogbenou à l'Assemblée pour revenir à nous? On aurait pu choisir dans les 3. On aurait pu choisir dans les 3. On aurait pu le mettre dans les 3. On l'a envoyé là-bas pour pouvoir maintenir le quota de 3 ici. Et donc, le jeu, il est là. Et je continue, je dis, la Cour constitutionnelle de demain ne sera pas la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui, encore moins celui d'hier. La Cour constitutionnelle de demain, c'est cette Cour constitutionnelle qui va poser moins de problèmes aux décisions. Et ça, c'est inné à l'homme. Mais est-ce que la Cour est constituée pour poser des problèmes? Non. La Cour, pour vérifier. La Cour est là pour éviter les problèmes. Pour faire éviter à la République, à la nation, parce que c'est le juge arbitre désormais. C'est le garant de la Constitution. C'est celui-là qui dit le droit sans contestation, même si cela parfois n'est pas appliqué. Et donc, cette Cour désormais... La Cour vérifie la conformité des décisions. Des décisions. Cette Cour désormais, à la loi fondamentale. Cette Cour finissante a rendu une certaine décision qui n'allait pas dans le sens de ce qu'on aurait voulu que donc la gouvernance soit. Et ça, je l'ai dit, c'est inné à tout responsable, à tout être humain de vouloir contrôler donc sa gestion, de vouloir être maître et possesseur du présent. Alors donc, partant de ce principe, l'exécutif est dans son droit de vouloir contrôler. Mais il revient maintenant à ces nominés-là, de savoir qui vont là-bas, non pas pour répondre à un groupuscule de Béninois, non pas à un certain nombre donc, de politiques, mais plutôt à la nation béninoise. Les décisions qu'ils vont rendre devraient normalement aller dans le sens de ce que nous avons voulu en 90, que l'armée reste dans son couloir et que désormais la politique également évolue dans leur couloir. Mais lorsqu'on arrivera à un pire pan, je crois que on aurait donc créé cette ambiance forcément qui ne va pas faire évoluer les choses. Et je n'ose pas croire que M. Diogbenou, qui a marché sur le soleil... Mais quand vous lisez le profil des cadres, enfin, des cadres désignés, vous les voyez dans le schéma du ping-pong, comme vous le dites? Oui, le premier me pose problème. Puisque vous avez reconnu tout à l'heure qu'il n'y a pas des aides de compétences. Vous l'avez reconnu. Mais ce n'est pas le seul non plus. Ce n'est pas le seul au Bénin. Ça là, faisons le débat, rentrons dans les méandres et faisons le débat. Il n'est pas le seul à avoir été de la société civile, à avoir été professeur d'université, à avoir été avocat donc de Patrice Talon, à avoir été député à l'Assemblée nationale, à avoir été ministre garde des Sceaux, à avoir été porte-parole du gouvernement et maintenant on le propulse
au niveau de la Cour constitutionnelle et certainement avec un peu de chance, avec un peu de prière, certainement qui prendra le lead donc de cette Cour. Il n'est pas le seul à occuper en l'espace de 5 ans 8 fonctions. Il n'est peut-être pas le seul, mais c'est lui qui a été désigné. Voilà. C'est ce que je dis. Donc, ça pose un problème lorsque ça commence par se passer comme ça. Vous vous demandez, mais quand est-ce que nous autres, enfin, les autres, pourquoi la promotion d'un cadre du pays peut poser problème? Ça pose problème parce qu'on a comme l'impression que véritablement nous sommes dans un désert de compétences. Et que c'est les mêmes qui sont au four et au moulin qui doivent répondre de tout, en tout temps et en tout lieu. À un moment donné, il va falloir véritablement... Ça ne devait par contre pas poser problème. Ça devait poser un problème. Si la promotion du cadre a une... Moi, je m'écarte d'office de cette façon de voir les choses. Moi, je suis de ceux qui pensent que lorsque quelqu'un a une chance, eh bien qu'il la saisisse. Non, ici, il s'agit pas de chance. Et s'il joue bien le rôle? 2 secondes, qu'il la saisisse et qu'il en profite au maximum si profiter il y a. Moi, je pense qu'il faut plutôt éviter ce genre de... En tout cas, cette façon de voir les choses. De voir les choses. Mais vous n'allez aussi pas empêcher... Je ne vous empêche rien. De voir aussi que on a comme l'impression que c'est l'élite, c'est celui-là donc qui peut tout faire aujourd'hui, qui peut donc raccommoder tout ce qui ne va pas. Or, il y en a qu'on peut retrouver. Alors, quittons carrément là-dessus, c'est pas de l'analyse pour dire véritablement. Vous êtes libre de votre lecture, mais à y voir un problème, c'est... Non, je n'en ai pas vu de problème. Laissez-moi vous dire ceci, vous êtes là, vous jouissez seul des fruits de vos combats. Alors, vous ne savez pas quels ont été les combats ou les types de combats menés par l'homme. Vous ne savez pas quels ont été les sacrifices qu'il a consentis pour que l'équipe qui est là. Quel est le capital de confiance? Et maintenant, quel est le capital de confiance? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous avez commencé par me convaincre. Laissez-moi finir. Vous êtes en train d'apporter de l'eau à mon moulin. Et c'est là que j'allais chuter lorsque j'ai commencé. Vous aurez le temps. Le combat, vous aurez le temps de revenir, de reprendre la parole. Tout simplement parce que ici, il s'agit en fait de voir qui est capable selon celui qui est là. Ah oui. Vous n'allez pas scier l'arbre sur la branche sur laquelle vous êtes assis. Je ne pourrai aller qu'avec ceux en qui moi j'ai confiance. J'ai confiance. Ça, alors, moi, je ne voudrais pas. Je voudrais plutôt que nous puissions. Ceux qui ont exercé hier et qui ont rendu une certaine décision. Alors, moi je dis. Je voudrais plutôt qu'on voie la technicité de l'homme. Qu'on attende de voir quels seront ses comportements, quelles seront ses façons d'agir. Va-t-il s'écarter des tests et rester simplement fidèle au désidératat d'un homme, ou prendra-t-il des... Parce qu'à partir de là, les rôles changent. Ici, il est un obligé. Parce qu'il est au gouvernement. Il est sous la coupe de quelqu'un qui lui dit « fais ci, fais ça ». Ou vous êtes d'accord, vous restez, ou vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dehors. Désormais, la posture qu'il va occuper, qui est celui de sage, membre de la Cour constitutionnelle, c'est une institution de la République qui a ses règles et ses usages. À partir de cet instant, il n'est plus forcément dans la posture qu'il occupe aujourd'hui. Et rien ne dit qu'il va totalement dire non à la fidélité. Rien ne dit non plus. Aussi que là, rien ne dit non plus. La gouvernance qui ne va pas se fermer à tout ça. L'essentiel, c'est un homme qui quand même a eu à prouver, en tout cas, sa responsabilité à des postes donnés, les postes successifs qu'il a eu à occuper. Qui a convaincu sur ses qualités. Comment dire, le capital confiance, quitte à ce qu'il nous demande une fois. Je l'ai dit, vous avez commencé par me convaincre, votre analyse m'a plu parce que c'était ma chute. Quel était alors le combat? Quel était le combat? Le combat, est-ce le combat d'une personne ou le combat de la République? On a compris. On a compris. En voyant donc Maître Djokbenou au charbon, on a compris véritablement quel était son combat. On a compris. Et c'est là je dis, sachons analyse, faire, sachons les choses garder pour ne pas peut-être crier vite à la victoire. Le peuple béninois a crié vite à la victoire en faisant un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, je dis, l'enjeu de demain reste, n'oubliez pas, la succession de Patrice Talon. Dans la stabilité.
dans la stabilité. Et c'est pour cela que j'ai dit, la Cour qui joue le rôle donc du juge-arbitre doit continuer à jouer ce rôle. Oui. Tout à fait. Et est-ce que ceux-là qui sont en train de finir, les décisions qu'ils ont rendues, il y a des choses, il y a des griefs contre certaines décisions. Mais la décision, par exemple, sur les attributs de la République, je n'ose pas croire que c'est une décision fantaisiste. Et c'est des décisions qui ne sont pas mises en application, c'est des décisions qui ne sont pas respectées aujourd'hui. La loi sur le PPP, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas respectée du gouvernement. Et je peux le dire parce que le préfet du littoral, Togoula, il a dit, il y a encore quelques jours, que le PPP fait partie donc des instruments d'efficacité qui permettent aujourd'hui aux investisseurs de poser leurs valises au Bénin, en tout cas à Cotonou, et il en reçoit 10 par jour. Et donc, ça veut dire que le PPP est mis en application alors que la Cour a cassé donc cette décision. Pourquoi alors veut-on envoyer M. Diogbenou à la Cour constitutionnelle? Là, c'est l'interrogation. J'ai refusé donc de m'interroger. Mais je dis, pourquoi M. Diogbenou va alors à la Cour? Est-ce que c'est pour répondre donc désormais à toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, déclarer leur constitutionnalité? J'ai lu hier sur les réseaux sociaux, j'ai lu que désormais, enfin, c'est une boutade d'un Béninois. Et je dis, il est libre donc de sa boutade. Oui, pour finir. Désormais, on assistera peut-être à des lois déclarées constitutionnelles alors que la loi n'est même pas encore votée à l'Assemblée. Non, ce serait une insulte à l'éminence crise que constituent les cadres désignés hier, rassurez-vous. C'est pour dire un peu que nous applaudissons ici l'élite Diogbenou, nous applaudissons ici le combat qui a été le sien pour faire respecter donc cette constitution du Bénin, mais nous allons davantage respecter. Merci, sinon, nous allons porter au triomphe M. Diogbenou. Quand en mai 2023, M. Diogbenou nous aurait montré véritablement de quoi il est capable au sein donc de cette Cour. Mieux, pour terminer, mieux. M. Diogbenou, je crois que il a enfin, M. Diogbenou a désormais la chance de se rattraper devant donc la communauté estudiantine au regard donc d'un certain nombre de choses que la Cour lui a reproché. C'est plus que jamais l'occasion de montrer véritablement à la Constitution désormais qu'il fait partie donc de cette industrie à mouler désormais la loi. Oui, je prendrai un peu la main tendue par Casimir Pédio pour dire que effectivement, Maître Joseph Diogbenou a l'occasion de nous prouver réellement qu'il est dans les limites de la constitution béninoise. S'il a fait partie d'un gouvernement qui, ma foi, a eu certainement des griefs contre certaines décisions rendues par la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, à l'intérieur, je crois qu'il comprendra beaucoup plus pourquoi les décisions ont été rendues de cette façon-là. Et désormais, de sa posture, il saura travailler à faire en sorte que la constitution du Bénin, les lois rendues par la Cour constitutionnelle soient beaucoup plus respectées par tous, quel que soit le Béninois que nous sommes, que nous soyons membres du gouvernement, que nous soyons président de la République, que nous soyons membres de l'Assemblée nationale, que nous soyons citoyens lambda. Parce qu'on a dit les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. À partir de cet instant, elles s'imposent à tout le monde. Merci Peggy. Ludovic Dagba, nous pourrons y revenir, rassurez-vous. On attend les 3 qui seront désignés par le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour avoir la parfaite configuration de la prochaine Cour constitutionnelle. Les questions vont continuer, bien évidemment, de jaillir. Est-ce que les collaborateurs fidèles de Patrice Talon d'hier pourront se permettre de déclarer ces décisions non conformes à la Constitution? C'est là la principale question. Mais le temps nous le dira. Matin d'Éden va se poursuivre avec la sélection d'Éden avec Ahmed Arikpa et la chansonnette de Arnaud Morille Agoua. Puis après, ce sera la revue des plateformes de Carnot François. Et pour conclure ceci, du sport.
contacter le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Et oui, Ahmed Arikpa, bonjour. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes à exactement 40 minutes de la Musical Info, l'émission que vous allez devoir conduire à 11h00 sur la 102.3. Ouais, disons que j'ai pas tant à devoir la conduire. Je la conduirai tout simplement. Encore que puisque vous ouvrez cette parenthèse, autant informer les auditeurs que ce jour, eh bien, ce sera un best-of qu'on leur mettra, ce ne sera pas du direct, parce qu'il y a quelques petits travaux à faire par ici pour le retour d'une émission auquel ils étaient habitués entre-temps, qui devrait revenir dans pas longtemps. On ne va pas devancer les choses, peut-être ce week-end. Peut-être qu'elle reviendra ce week-end sur les antennes de... Sur quelle chaîne? Eden TV, évidemment. Diaspora FM. Non, Eden TV, évidemment. Il y a quelques petits travaux à faire là-dessus. Et peut-être qu'elle reviendra donc dans le courant de ce week-end, si tout va bien. Très bien, voilà qui est bien dit. On va tenter un autre exercice un autre jour, rassurez-vous. On va tenter de vous exposer les coulisses de la Musical Info. Et c'est là où vous n'allez pas y revenir. Vous verrez qu'il se passe des choses. C'est ça. Comment en 2 heures, seul, on peut tenir 2 heures d'antenne, à parler, à rire, à bavarder, à crier, à danser, à chanter, seul. Oui, il arrive à le faire tous les jours de 11h à 13h. On revient maintenant à la sélection d'Eden. Après quelques bavassages. Oui, allez, on revient à la sélection d'Eden, chers amis, sélectionnée pour vous sur Matin d'Eden en ce jour. La vidéo d'un monsieur qui nous a habitués à des titres cultes, j'ai presque envie de dire, comme Fempa, comme... Pardon? Fempa, Coco. Ouais, Fempa, voilà. Coco va avec Fempa, justement. Des titres aussi comme Beto. Il a commencé dans le reggae, il faut le dire, avec des titres assez, on va dire quoi, sensibilisateurs, dénonçant par exemple la corruption, qu'ils vous souviennent, d'ailleurs qui passait sur la chaîne nationale, à profusion, j'ai presque envie de dire, en son temps. Puis après, pour vous faire la liaison que vous aimez bien faire, Loris Freddy d'abord, puis après, eh bien, il a un peu plus élargi son univers. Il nous a proposé de la musique qu'on appelait en son temps la world music. C'est pas tant qu'on continue pas à l'appeler ainsi, mais aujourd'hui, les choses ont un peu plus changé. Il y a de nouvelles dénominations qui sont donc apparues. Donc en ce moment, on parlait surtout de la world music, et c'est ce qui nous faisait un mélange de Gotha, il faut le préciser, avec des sonorités assez urbaines aussi. Et dans ce registre-là, donc, il nous a sorti des titres cultes comme Fempa Coco, dont je parlais tout à l'heure, Beto, pour ne citer que ceux-là. Après, évidemment, il va y avoir un long silence qui nous a donné à avoir comme information, par exemple, qu'il vivait dorénavant aux States, comme le dirait l'autre, mais aux États-Unis évidemment, où il était donc professeur de musique. Il apprenait du Gotha entre autres aux Américains. Et évidemment qu'il vous souvienne, Loris Freddy d'abord, on a eu de ces nouvelles en janvier dernier, je crois qu'on a parlé de lui sur ce plateau, vous et moi. On parlait donc de son retour annoncé, de cet album-là donc qui arrivait, et de ce qu'il entendait faire, ce qu'il entendait proposer dorénavant aux mélomanes, à ses fans, à tous ceux-là qui l'ont connu donc à ses débuts ici, et qui s'attendent donc à le revoir. Et un peu comme pour prévenir en fait de ce qui se préparait à travers ces informations qu'on a eues en son temps, il était question de savoir qu'il a évolué, qu'il a mûri musicalement parlant, et cela se dénote d'ailleurs à travers déjà son nom de scène qui est passé donc de Rabi Slow, puisque c'est de lui que je vous parle, chers amis, à Robbie. Un peu pour dire que
Ben, c'est la même chose finalement, mais que cela permettait tout simplement à tout un chacun de se retrouver dedans. Parce que pour les anglophones, par exemple, dire Rabi, c'est pas vraiment aisé à faire. Et donc Rabi, ça va, c'est général. Ça peut se dire de tout le monde, se comprendre, voilà, qu'on soit anglophone, francophone, c'est plus ou moins l'explication qui a été donnée à ce changement donc, de nom de scène qui n'en est pas vraiment un, puisque Robbie Rabi, c'est du pareil. Il a été dit tellement de choses, oui. Vous l'avez dit, on nous a dit qu'il aurait connu des ennuis avec la juridiction américaine. Oui, comme on le dit souvent, on le dit souvent pour les artistes béninois, quand ils voyagent, surtout quand ils vont aux States. On le dit souvent, voilà, qu'ils ont eu des soucis avec... Chacun est fixé maintenant sur l'actualité de Rabislo. Il se porte à merveille, il va super bien. Et il annonce un retour sur la scène musicale béninoise. On retient qu'on ne parlera plus désormais de Rabislo. On va prendre l'habitude de parler de Robbie. Enfin, un peu à la manière, comme il a dit, stétoise. Voilà, stétoise. Donc, on va entrer dans cet univers, donc, qui nous propose dorénavant. On va revenir, quand on reviendra, vous me direz ce que vous en pensez. Vous vous rendrez compte que c'est différent. En fait, de Fempa, Kokoko ou de Betole ou d'autres tubes qu'on a connus avec Rabislo. C'est un peu plus urbain, surtout. Même s'il faut le savoir, déjà, sur cet album qui arrive, il y a d'autres morceaux quand même qui nous rappellent. J'espère que vous n'allez pas nous proposer que de Robbie et que dans la même dynamique, vous nous ramènerez plus tard du Zagaza. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? On parle de Zagaza. Le frère donc. Un de ces quatre. Un de ces quatre, pourquoi pas? On verra bien. Je viens juste demander à la réalisation. Oui. Rappelez-moi son nom. Au réalisateur. Zagaza? Non, pas le réalisateur. Sidouane Agboton. Sidouane, voilà. De démarrer la vidéo à partir de la 10e ou la 15e seconde. Mais pourquoi? Si possible. Pourquoi? Je lui dis ça, s'il peut le faire, ce serait bien. Pourquoi? On va donc démarrer à partir de la 10e ou la 15e seconde. Voici Robbie. Que voulez-vous cacher au public? Voici Robbie, voici So Fine. Baby, I want you. I was waiting for you. Baby, I want you. I was waiting for you. I'm glad you came through. I really missing you. I'm glad you came through. I really missing you. Hello, hello, hello. Baby, how you doing? Curvy body, looking good is dodging. And that way, joy. Now hold your man. I just wanna know you, baby. I'm losing my mind. I just wanna love you, baby. You're looking so fine. I just wanna know you, baby. I'm losing my mind. I just wanna love you, baby. You're looking so fine. Fine, 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 fine.
qu'il convient d'appeler dans le nouvel univers, donc de Rabislo, qui se fait appeler dorénavant Robbie, Sofane qui nous proposait, il magnifiait la femme évidemment, déclaration d'amour. Alors cette thématique, on la connaît avec Rabislo. Après c'est, voilà, là, on va dire, cet univers-là, vous voyez que c'est assez urbain. Mérite peut-être ici, c'est d'avoir gardé la langue fond. Pour nous qui avions apprécié les derniers tubes à succès de Rabislo, enfin de Les Rabislo, je dirais de Rabislo, ouais. L'actuel Robbie. On a de mal à se retrouver, à accepter tout de suite, voilà. Non pas parce que Sofane est mauvais, n'est pas de bonne facture, c'est une belle vidéo, ça il faut le dire. Simple, plus ou moins soft, acoustique, oui, mais je suis tenté de dire que c'est pas notre Rabislo. C'est pas le Rabbi, voilà, c'est pas le Rabbi qu'on a connu. C'est le Robbie, voilà, c'est le Robbie, c'est pas le Rabislo qu'on a connu. Avec la part suffisante de promotion, on finira par adopter, on finira par accepter le Robbie américain qui remplacera dans notre tête, dans notre inconscient plus tard. Non, Robbie Béninois, c'est Rabislo. C'est un Béninois. Je ne sais pas si longtemps il a eu la nationalité américaine, mais retenez bien, c'est bien Rabislo. Mais ça dit qu'il ne nous fera plus les anciennes tendances. Justement, je vous parlais donc de ces morceaux qui arrivent sur le nouvel album. J'ai pu en entendre 2 ou 3. Et justement, on retrouve quand même sur certaines chansons l'ancien Rabislo avec une rythmique bien connue à celui-là, et c'est à cheval entre le so-yo-yo, un truc assez bien rythmé. Parce donc, que là, j'ai d'ailleurs cherché en vain des touches béninoises, voilà. Je n'ai pas retrouvé. À part le fongbe, à part la langue fongbe, quand même, qu'il a su garder. Le nadawe qui est revenu. Voilà, aller à tonton et autres, voilà. À part ça, on ne reconnaît pas vraiment donc, la touche béninoise, on va dire peut-être dans l'habillement aussi, hein, voilà, il met je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, on reconnaît donc Rabislo, le monsieur physique, à travers la chanson, pas vraiment, peut-être la voix, le thème vocal qui est demeuré quand même le même. Et donc c'est ça, le nouveau Rabislo, Robbie, qu'on continue de découvrir donc à l'antenne. On va s'y habituer avec le temps. Voilà, avec le temps. Et ce qui est sûr, c'est qu'on le recevra en son temps pour nous donner plus de détails par rapport à la nouvelle orientation qu'il entend donner à sa carrière. Qu'il vous souvienne, j'en parlais donc, je pense que c'était en janvier. Je disais donc qu'il justifiait en tout cas cela par le fait déjà évidemment qu'il a vécu au State, qu'il a fait des études à la matière et tout, et qu'il ait senti ce besoin-là de porter sa musique au plan international. S'ouvrir au monde en fait. Et c'est ce qui justifie donc entre autres un rythme international à sa musique. C'est ce qui justifie parce qu'on n'est pas artiste qu'à la maison, on n'est pas artiste que pour soi et pour sa famille, pour le Bénin. L'artiste cesse d'être pour son pays, devient un citoyen du monde. C'est aussi cela. Mais pour faire cet exercice, il ne faudrait pas s'écarter complètement des réalités, des vertus, des merveilles musicales locales. Ça, c'est là l'autre problème. Est-ce manière à vous de dire que vous sentez cela à travers Sofane? Oui, Sofane est trop écarté de la musique béninoise qu'il nous avait proposée par le passé. Mais maintenant, Sofane ne constitue pas seul l'album. Voilà, vous l'avez dit, il y aura d'autres tubes. Voilà, c'est peut-être un mélange. Il y a un morceau comme il faudrait aussi nous comptons par exemple, que j'ai d'ailleurs mis sur la musique info hier sur Diaspora FM. C'est vrai qu'il faudrait aussi des musiques pour le vieux Rabislo, pour intéresser le public au-delà des frontières du Bénin, le public américain, le public européen et autres. Donc nous sommes d'accord pour cette ouverture, mais qu'il reste notre en-griffe S Rabislo. Notre Rabbi national. C'est pas du conservatisme BA, mais voilà, il faut évoluer, développer, se développer, c'est important. Se moderniser. Ça, je ne dirais pas le contraire. Alors, en inter... Oui, en ITT, on va aller au Cameroun pour retrouver 2 jeunes artistes. Ils sont d'ailleurs ici en feat avec un Béninois
qui annonce Saddam Boy. C'est qui le béninois? Saddam Boy. D'accord. Saddam Boy. Hein. Les deux jeunes Camerounais ont donc leur groupe a pour nom les Prodiges. Et ils vont d'ailleurs nous chanter un phénomène finalement. Je suis sûr que tous autant que nous sommes, eh bien, nous avons dans notre environnement immédiat ou peut-être éloigné un Tchinda. Le Tchinda, en fait, ici, c'est quoi? C'est le monsieur, comme ils disent dans la chanson, c'est le genre d'amis que tu as quand tes poches elles sont pleines. Il est tout le temps collé à toi. Il est prêt à porter ton sac, à t'aider à faire tes courses. À tout te faire. C'est quand tes poches sont pleines, justement. Quand vous êtes par exemple dans un bar, c'est lui qui est là à consommer et d'ailleurs à parler à haute voix, à donner des ordres comme si c'était lui le pouvoir, le bailleur, le maître des lieux. Donc je pense que nous avons tous un Tchinda dans notre environnement immédiat. On parlera évidemment de Coco ou chez nous, dans le vocable fond, on dira quoi? Achegbeduto. Oui, les parasites. Les parasites, voilà. C'est sanctueux et autres. Vous avez jamais connu ce type d'amitié où, après avoir acheté à manger dans un resto ou au bord d'une rue, il vous demande toujours de lui remettre le billet qu'il aille payer. Qu'il aille payer. Ce service, il compte vous rendre. C'est lui qui paie. En vérité, vous pouvez disposer, vous pouvez continuer vers la porte. Mais lui va payer, il vous ramène la monnaie. Il vous rejoindra. Oui. Avec la chance. Avec la chance, vous aurez la monnaie. Avec la chance. Sinon, la monnaie, vous ne l'aurez même pas. Donc c'est ce qu'ils appellent le Tchinda. D'accord, ça c'est un nouveau concept pour actualiser le capital de notre vocabulaire musical. Merci Ahmed Arikwa. C'est moi. Alors qui recevez-vous? Oui, vous l'avez dit. Comme je le disais, il y aura un best-of aujourd'hui. On va se retrouver demain pour la Musicale Info en direct. Le temps donc d'aller s'occuper d'autres choses, mais toujours pour le plaisir des téléspectateurs et des auditeurs. Très bien. TV et de Diaspora FM. Vous allez m'aider à faire autre chose avant de partir. Vous allez m'aider à accueillir le sportif maison. La Tégo, vous voulez dire? Bon, j'ai pas dit. Hein. Ah, c'est mon alter ego. J'ai rien précisé de plus. J'ai juste parlé de Polycarpe. Bon, disons mon presque alter ego alors. Bon, c'est vous qui savez quel critère fait de lui votre alter ego. Moi, je vous dirai pas. Je ne parlerai pas de taille, je ne dirai pas autre chose. C'est vous qui savez quel critère. A-t-on jamais fait allusion à la taille depuis que cette émission a commencé? C'est vous qui savez. Il y a forcément un argument qui fait de lui votre alter ego. Je parle de l'homme. Je parle de l'homme. D'accord. De ses qualités. Ah, d'accord. Mais vous n'avez jamais parlé de sport ici. Donc, sur ce seul point, vous n'êtes pas son alter ego. Je parle des qualités de l'homme. Et il ne célèbre pas la musique comme vous. Donc, il n'y a que ce seul facteur. Il n'y a que ce seul facteur. Je retire alors ce que j'ai dit. On va accueillir le chroniqueur sport de Matin d'Éden. D'accord. On va accueillir Polycarpe Judikaël Aïdjilou. D'accord. Bonjour Polycarpe. Bonjour Ahmed et bonjour à tous. J'espérais un peu plus de respect de votre part. Même ma présence n'a été en rien dissuasive à votre niveau. C'est pour ça au moins sur ce plan, c'est votre alter ego. Oui, sur le plan du culot, enfin, du courage, c'est votre alter ego. Même en présence, vous vous permettez de tenir certains propos. Heureusement que ça aurait été une présence d'un physique d'un Mori Agua sur le plateau. C'est un calme et exige de vous le respect. La personnalité ne tient pas compte de la stature. Vous êtes bien d'accord avec moi. Il y a aussi la posture. Avouez que par moment, je vous fais peur, je vous impressionne. Dites les choses telles qu'elles sont. Donc, il n'y a aucun mal à dire la vérité. N'est-ce pas, Ahmed? Je suis totalement d'accord en plus. Ouais, quel tollé cette seule phrase a suscité au niveau de Ahmed. C'est pour ça que j'adore. Même Ahmed. Il a le chic de trouver les bonnes expressions au bon moment. Pardon. Alors, il a fini par se calmer. Ouais. C'est déjà bon signe. Je l'ai toujours été. Il a fini par se calmer. Pour votre information. Et je suis toujours calme. Quand il est décidé, en fait, il fait preuve de l'humour. Oui. Là, on touche les sommets. Merci beaucoup pour les compliments. Je ne dirais pas là, il dit nous. D'accord. Bon, on parle maintenant sport, n'est-ce pas? 15 bonnes minutes nous séparent de la conclusion de ce
numéro de Matin d'Éden, et c'est Judical Polika Païdinou, avec tout le respect qu'on lui doit, puisqu'il l'a exigé, écoutez, puisqu'il l'a exigé, puisqu'il l'a revendiqué, pourquoi ne pas... De la revendication de l'autorité du chef. Donc on le lui concède, Alors, bonjour Polycarpe. Bonjour à nouveau Loris et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. On va pouvoir maintenant parler de ce que je sais faire le plus quand je suis dans cette émission. De l'autre chose que vous savez faire. Oui, quand je suis dans cette émission, ce que je sais faire le plus. Voilà. Vous ne savez pas faire que ça. D'accord, oui, il y a des choses et des choses que nous n'exposons pas ici. Peut-être qu'un de ces quatre, on va commencer à exposer. Non, on ne fera pas ça. Bien volontiers. Alors, on va démarrer par du foot. Coupe du Monde de Russie 2018. Déjà les publications de liste des joueurs. Oui, Loris, en fait, on ne parlera que de football aujourd'hui, puisque vous parliez de démarrer par le football. Je propose de faire ce rectificatif avant de commencer. Et puis, vous ne savez pas si je peux vous contraindre à parler de d'autres disciplines. Qui sait, vous ne savez pas. Qui sait On verra bien à la fin de ma présentation ce qu'il en est. Donc, vous parlez des listes de footballeurs qui doivent disputer le mondial 2018 ou qui pourraient disputer. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, on évoque les listes de 3 sélections. Le Nigeria, le Brésil et puis l'Argentine. Et pour ce qui concerne le Nigeria, c'est une liste de 30 joueurs présélectionnés qui a été publiée par le sélectionneur de Super Eagles, Gennett Rohr. On va citer juste quelques noms de cette liste. Les voici: Ahmed Moussa, Victor Moses, Alex Iwobi, Kelechi Iheanacho et bien sûr Michael John Obi, donc le très expérimenté John Obi, donc qui fait partie aussi de cette sélection nigériane, ou du moins de ce groupe de 30 footballeurs retenus pour le moment par Gennett Rohr pour disputer la Coupe du Monde 2018. Bien sûr, par la suite, il y aura une sorte de réduction de l'effectif, puisque l'effectif devra passer à 23 footballeurs. Donc, c'est ce qui est retenu. Vous savez, quand vous évoquez, je dirais, cette équipe du Nigeria, ça me rappelle la bien belle époque des Austin J.J. Okocha, Emmanuel Amunike, Yekini, pour ne pas parler aussi de... Si vous voulez, je sais que vous pensez surtout à ce parcours flamboyant au JO de 87, Atlanta 87, notamment dans le tournoi de football. Vous parlez de l'année Kanou? Oui, année Kanou, bien sûr. Année Kanou, bien sûr. Impressionnant Kanou. Donc, mais avant Kanou, il y avait des gloires. Kanou, c'est un peu après ou pas? Non, c'était déjà. C'était déjà explosé peut-être la très belle époque. Vous savez, depuis cette époque, on a du mal à reconnaître, à retrouver notre Nigeria. Oui, jusqu'au milieu des années 2000, jusqu'aux années 2006, disons ça comme ça. Oui, effectivement, on a du mal encore à reconnaître cette équipe Nigeria qui il y a eu les Martins, surprend. Par contre, dans les catégories, avec les compétitions de catégories, des compétitions de jeunes, voilà, pour parler des compétitions des cadets ou même des juniors. J'avoue que cette nation a connu de grands noms de foot. Bien sûr, bien sûr. Victor Ikweba, je n'oublierai jamais les dribbles chaloupés de Austin J.J. Okocha, mondial 98 notamment. Oui, notamment. Vous vous rappelez, bien sûr. Où il se permet d'avaler les deux frères Laudrup. C'était Nigeria-Danemark. Danemark, absolument. Vous avez de bons souvenirs en la matière. On ne cessera jamais de parler donc, du talent de ce personnage, Austin J.J. Okocha, ancien donc, international nigérian qui a également joué du côté du PSG, pour n'évoquer que ce club. On parle donc maintenant de cette nouvelle génération de footballeurs nigérians. Nous mettions donc la science sur la liste des 30 joueurs présélectionnés donc par leur sélectionneur. On va aussi parler d'une seconde sélection, à savoir le Brésil, que j'avais annoncé. Là, on a déjà la liste des 23 joueurs et on retrouve dans cette équipe des joueurs tels que Alisson, le gardien de but, Marcelo, Marquinhos, Thiago Silva, défenseur respectivement du Real Madrid et du PSG, et encore du PSG si vous voulez. Il y a aussi Willian, Coutinho et Casemiro. Il doit y avoir Dani Alves, non? Il est blessé. Il est blessé très récemment, donc il ne pourra pas disputer. Donc, ce qui aurait pu être son dernier mondial. Très prisé, Neymar. Neymar, évidemment. Oui. Il y a aussi Neymar dans le groupe. Le footballeur du Paris Saint-Germain qui sort d'une blessure et qui est attendu donc du côté du Brésil pour disputer
Donc ce mondial qui va commencer en juin prochain, mi-juin précisément, et on va finir avec l'équipe d'Argentine. C'est la 3e liste que je vous propose. Et là aussi, on parle d'une équipe ou d'une liste provisoire, 35 joueurs présélectionnés. Et on a finalement l'autre. Lequel? C'est vrai que je n'aime pas prononcer son nom. Oh, je vois déjà celui dont vous voulez parler. Parce qu'on a entendu. Malheureusement pour vous, on a entendu on n'a pas d'Argentine. Voilà, qui disait ne pas vouloir parce que l'équipe n'était pas vraiment au niveau qu'il fallait. Il y a longtemps qu'il a changé d'avis et qu'il a même disputé. Malheureusement. Il a été convoqué déjà plusieurs fois par la suite. Je suis un peu peiné parce qu'il n'y a pas Modèle Zouné, comme on dit, notre gestionnaire des médias numériques, qui est un grand fan de Lionel Messi, puisque vous ne voulez pas appeler son nom. Parce qu'il n'a rien compris. Parce qu'il n'a rien compris. Il serait là qu'il aurait pu apporter. Moi, une chose me rassure. Lionel n'est Lionel Messi qu'en club. Pourquoi vous le dites? Une fois en sélection, pourquoi vous le dites? Il est dissous. Il est l'ombre de lui-même. Il gagne le Lionel. On oublie le Messi. Il a prouvé plus d'une fois. Vous ne direz pas le contraire. C'est pas parce que je ne suis pas pro-Messi, mais on a suivi son parcours. Loris, on ne dispute pas une finale de Coupe du Monde quand on n'est pas une équipe assez préparée, assez compétitive. Messi a atteint une finale de Coupe du Monde quand même avec l'Argentine. C'est pareil pour les compétitions régionales en Amérique du Sud. Quand on a la taille, quand on a la trempe, quand on a le bagou, quand on a le palmarès, quand on a... Mais en définitive, on ne fait pas soi, on ne fait pas... À un moment donné, seule une formation. Je suis d'accord. Il faut prendre l'exemple sur un certain Drogba. Oui. Vous voyez, quand il a compris à un moment donné modifier le cours de l'histoire, que ça ne marchait pas. Il a quitté la sélection. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? La Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 80. Donc, passez le message. Passez le message. Comparaison n'est pas raison non plus. Passez-lui le message. Comparaison n'est pas raison non plus. On n'est pas dans le même contexte. Pour répondre à Loris, Messi a déjà disputé des finales de compétition. Ce n'est pas rien non plus. Mais est-ce que vous voyez Messi briller à la Messi en Argentine? Mais non, quand même. Pas autant d'accord. Mais c'est ce qui m'a toujours amené à dire que j'attends de voir ce Messi dans un autre club autre que Barça. Et c'est là, je pourrais attester de son savoir, de sa capacité à briller outre, en dehors de Barcelone FC. Voyez-vous, pour être objectif, on ne peut pas limiter. On ne peut pas limiter un tel talent. Oui, pour être objectif, on va reconnaître que c'est un talent, il n'y a rien à faire. Les excellents joueurs ne le sont que quand ils, en tout cas, dans les conditions, le développent quand ils sont entourés d'un Iniesta, que quand ils sont entourés de joueurs plus ou moins de niveau égal. Vous ne me direz pas que l'équipe actuelle d'Argentine n'a pas de qualité, n'a pas de talent. Il y a des talents. Pas de la trempe de Lionel Messi. Pas de la trempe de Lionel Messi. Agüero, c'est ça. Di Maria. C'est pas Messi. C'est pas Messi. Je suis d'accord que Messi est un cran au-dessus des noms que vous citez, mais l'équipe argentine, il est argentin, voilà, mais c'est pas le même niveau que Messi. Comporte en son sein des talents qui peuvent nourrir Messi, qui peuvent l'aider à briller un peu à la manière de Messi, le Barcelonais. Mais maintenant, pourquoi ne le constate-t-on pas quand il vient au pays? On va arrêter de faire le procès de Messi, Loris, si vous voulez. J'avoue que si on devrait constater à la porte du studio ce que serait en train de dire exactement Modeste Koundé-Kondi. Ou Damien Pedro qui est... Damien Pedro qui est de l'autre côté de la régie. De l'autre côté, j'imagine. J'avoue qu'il nous faut sortir par l'autre porte de derrière. Pour ne pas avoir subi sa foudre tout à l'heure. On va poursuivre, Polycarpe. On va en Italie ou vous avez autre chose? En Argentine, je voulais donc parler de l'Argentine, mais c'était plus important pour vous de faire fixation sur Messi. C'est Messi le problème de fixation. C'est aussi cela le fruit du talent. Oui, c'est aussi cela le fruit du talent. On n'en aurait pas parlé s'il n'avait pas brillé autant, s'il n'avait pas cette carrière, s'il n'avait pas ce palmarès. Il n'avait pas quand même 5 ballons d'or au compteur. Voilà. On n'a pas parlé de Mbappé de cette manière. Reconnaissons-le. Voilà.
Reconnaissons le Messi fait de bonnes choses avec sa sélection. Et peut-être que ce mondial est le bon pour lui. Non, je vous rassure, Je vous soutiens jusqu'à un certain niveau, mais après, il ne faut pas non plus dire des conneries. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas dire des choses qui n'arriveront pas. Je prends ça comme compliment. Ahmed, on va donc poursuivre. On va dévoiler quelques noms de footballeurs argentins présents dans cette liste de 35 joueurs présélectionnés. On a déjà parlé de Messi, on a parlé de Di Maria aussi, on a parlé de Sergio Agüero, joueur de Man City, et puis on va juste ajouter Marcos Rojo ou Lo Celso, joueur du Paris Saint-Germain, Loris. Italie. L'Italie tient son nouveau sélectionneur. Et oui, comme annoncé, c'est Roberto Mancini qui va donc prendre ou commencer par tenir les rênes donc, de cette sélection italienne. C'est un entraîneur qui a récemment quitté le Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Et puis justement, son départ récent avait fini par convaincre les médias du choix ou de son choix au poste de sélectionneur de l'Italie. Mancini, 53 ans, a pour objectif de qualifier la Squadra Azzurra, comme vous le dites, Ahmed, pour l'Euro prochain 2020. Et sa nomination résout un problème de la sélection italienne sans entraîneur depuis novembre dernier. Et depuis son élimination aussi en match de barrage de la Coupe du Monde 2018 face à la Suède. Mancini qui a donc un défi à relever avec cette sélection de l'Italie. La Squadra Azzurra, vous le disiez tantôt, qui suivra le match, enfin les différents matchs du mondial à la maison ou à la télévision, comme si vous voulez. Les écureuils du Bénin. Si vous voulez. Changement maintenant d'entraîneur encore. Cette fois, il est question d'un club, le PSG. Oui, le PSG, mais avant de parler de PSG, je ne suis pas du tout surpris de vous entendre parler des écureuils. Je me demandais bien à quel moment la comparaison allait intervenir. Et donc, puisqu'on parle du PSG, on va dire maintenant que c'est Thomas Tuchel qui va donc remplacer Emery, oui, comme annoncé depuis plusieurs semaines, remplacer Emery sur le banc du Paris Saint-Germain. C'est un entraîneur allemand de 44 ans. Durée de son contrat, 2 ans. Il a pour mission de faire franchir au PSG un nouveau cap en Ligue des Champions. Tuchel est connu pour son passage en Bundesliga, notamment avec le Borussia Dortmund, deuxième du championnat allemand avec le Borussia en 2016 et vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2017, on le dit. Obstiné comme un certain Guardiola, obstiné comme un certain Mourinho. Et il a aussi des qualités de Klopp. Donc c'est peut-être c'est un monsieur qui est un mélange des qualités de ces 3 entraîneurs. Donc, très attendu donc, au Paris Saint-Germain. Et c'est un nouveau défi pour cet entraîneur dans la mesure où il n'avait jamais dirigé un club avec un vestiaire rempli de stars, aussi fourni que celui du Paris Saint-Germain. Et puis, il va surtout gérer les égos de certains footballeurs, Neymar, Cavani. Il aura aussi à savoir collaborer avec le directeur sportif du club et aussi avec le président. C'est un assez Al-Khelaifi. Mais c'est surtout sur le terrain qu'on l'attend, avec les choix qu'il va opérer. Mais avec l'effectif, avec l'effectif du PSG, est-ce qu'il pourra faire mieux? Est-ce qu'il ne faudrait pas étoffer quelque peu cet effectif? Est-ce que le PSG n'est pas aussi victime du niveau du championnat français par rapport au niveau des autres championnats? Ce sont là aussi. Après, on remarque aussi que vous parlez donc de son expérience à Dortmund, deuxième du championnat allemand. Il y a eu celui qui est en train de partir. Youp. Non, Emery. Emery, c'était aussi Séville, quoi. C'était Séville, mais c'était surtout plusieurs succès en Ligue Europa. En Ligue Europa, ok, mais en Liga, c'était quoi? C'était pas non plus dans le top 3. Mais oui, voilà. Donc, quand on a des entraîneurs de ce niveau-là, et qu'on les amène en France, c'est vrai que le championnat n'est pas du même niveau, mais après, on veut être la meilleure équipe. Le problème aussi, c'est européenne. Donc, quand on prend des entraîneurs qui n'ont pas géré une équipe au top niveau, est-ce qu'on est en droit de s'attendre à des résultats avoir conduit Dortmund n'est pas à un niveau de moindre facture. Oui, mais c'est pas le niveau du Bayern. C'est pas le niveau du Real. C'est pas loin non plus. C'est pas le niveau de Manchester City. Et puis il y a un aspect. Et on sait que le PSG aspire à être un grand d'Europe. Un grand d'Europe. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est au moins la demi-finale. Au minimum, après le cas de 2017. Et puis il y a aussi un aspect qu'on n'oublie pas. Quel
grand entraîneur veut aussi venir au Paris Saint-Germain. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Vous n'imaginez pas Klopp. C'est vrai, au-delà du niveau, du rythme et de la cote promotionnelle qui n'est pas de la taille de la Première Ligue et de la Liga, il y a le facteur des pétrodollars. Il y a l'autre facteur qui peut contraindre quiconque à venir à PSG actuellement. D'accord, mais ce n'est pas ça généralement... Ça peut fort et ça peut bien. C'est un argument de force pour ceux qui sont à la fin pratiquement de leur carrière. Ce n'est pas pour des entraîneurs d'un certain niveau qui recherchent des titres, qui recherchent le palmarès. C'est pas Mourinho qui a... On va recommander à Zidane après le troisième, après la troisième coupe Champions League. On va lui recommander de venir. Parce qu'il n'aura plus rien à prouver. Ou peut-être Wenger qui vient de quitter. C'est vrai que Zidane très jeune, mais nous n'aura plus rien à prouver parce que... Wenger est fatigué. Non, mais Wenger est fatigué. C'est bon, on peut laisser Wenger se reposer. On peut le laisser se reposer. Ce serait un affront. Ce serait lui faire un affront que de le confronter encore à ce stress. À la différence de ce qu'il faisait à Arsenal, il y aura plus de moyens, il y aura plus de liberté pour travailler. Oui, non, mais je pense... une adouase, une surface financière. Il y aura une surface financière assez large pour faire des recrutements dont il a besoin pour faire avancer l'équipe. Laissez-moi Arsène Wenger se reposer, je vous en prie. Juste un peu. Je ne vous savais pas son agent. C'est vrai qu'il faut se reposer un peu. On va finir rapidement avec ces images de la célébration du succès de Man City en Première Ligue. Nous parlions donc du succès de Man City, champion d'Angleterre, même avant le thème du championnat, et qui a fini la saison avec 100 points obtenus. Man City qui célébrait donc ce succès et avec ses supporters évidemment qu'on voit sur ces images. Je vous propose maintenant d'écouter quelques-uns de ces supporters, Dave Rossington, Beth Jones, Eddie Steele et puis deux acteurs donc de cette équipe, Vincent Kompany et Pep Guardiola. On les écoute très rapidement. Ça fait 62 ans que je regarde Man City. Je n'ai jamais rien vu d'aussi bon que cette saison. Cette saison a été merveilleuse. Je suis juste triste que ce soit fini. C'est un jour d'une grande fierté, un signe de la grandeur de cette équipe. À chaque fois que je suis rentré à la maison cette saison, j'ai vu les fans qui les soutenaient à cause du football incroyable qu'ils ont joué. Je suis fan de Man City depuis que j'ai 10 ans. Ils ont été fantastiques cette année. On a eu de bons et des mauvais moments. Ce n'est jamais facile avec City, mais cette année, on n'a rien lâché. C'est génial, c'est fantastique et on est de nouveau là. Les fans sont venus en masse et on a réussi à le gagner avec 4 semaines d'avance. Ça a été génial. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Nous sommes super contents de partager ce qu'on a fait ensemble. Donc merci beaucoup d'être là et l'an prochain, vous nous verrez de nouveau. Je ne sais pas où, mais vous nous reverrez. Et oui, c'était Pep Guardiola qui est un très grand entraîneur, il faut le dire, que j'apprécie pas pour autant parce que j'ai pas digéré l'affront d'il y a quelques années qu'il a fait à Samuel Eto'o. Vous vous rappelez, à cette belle époque où il a renvoyé comme un vil individu Samuel Eto'o de Barcelone FC. Votre formulation me fait rire parce que... Elle est brutale même. Oui. Je dirais. Oui, non, vous parlez donc de l'épisode de 2009, la fédération 2009, et puis les conditions de départ d'un certain Eto'o du FC Barcelone. On sait dans quelles conditions il est parti. Et on sait aussi le type de rapport qu'il a pu avoir avec Pep Guardiola. Merci Judicaël Polycarpe Aïdjinou, c'est terminé pour ce numéro de Matin d'Éden. Merci de nous avoir suivis. Je conserve au frigo pour vous les prodiges Tindar, featuring Saddam Boy. C'est le Hit Inter que je vais devoir vous proposer demain, rassurez-vous. Prenez du plaisir à suivre les différents programmes que nous vous proposons sur Eden, la télévision, et sur la radiodiffusion Diaspora FM. Oui, parce que vous avez suivi cette émission en mode synchronisé sur Diaspora FM, n'est-ce pas, Polycarpe? Oui, bien sûr, Laurie, c'est plus ce que je voudrais ajouter. En attendant de faire découvrir le clip ou de leur faire vivre le clip, demain, on pourrait finir l'émission avec... Pourquoi pas? Quelques secondes. C'est ce qui sera fait. Comme vous avez l'habitude de le faire. N'est-ce pas? Voilà. À demain, donc. À demain.